Alors, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée de Rosalie. Moi, c'est Isabelle Valac. Donc, moi, je suis professeure de sexologie à l'UQAM. Puis, Rosalie est étudiante au doctorat, puis c'est la coordonnatrice du projet de recherche dont on va vous parler ce matin. Donc, je vais commencer la présentation, puis ensuite, Rosalie continuera. Donc, on va vous parler aujourd'hui de la sexualité des femmes aînées et spécifiquement d'une étude exploratoire qu'on vient de commencer avec la méthode du photovoix. Puis, il y a aussi des co-autrices à cette présentation, notamment Julie Beauchamp, qui est dans la salle là-bas, puis Isabelle Marchand, qui est dans l'autre salle là-bas. C'est dommage, on présente en même temps. Rapidement, le plan de la présentation. Donc, on va vous présenter le projet en lui-même avec l'état des connaissances, les objectifs, la méthodologie, le profil de nos participantes, puis les thèmes choisis. Vous comprendrez de quoi il s'agit. Donc ça, je vais vous le présenter. Puis ensuite, Rosalie vous présentera les résultats préliminaires de ce projet. Donc, il sera question de désir, de sexualité individuelle, de sexualité avec partenaire. Et à la fin, on espère avoir le temps de vous montrer quelques photos. Il n'y en a pas beaucoup, donc on espère qu'on aura le temps. Alors, donc, d'abord, oui aussi, mentionner que c'est aussi un projet de recherche-action, donc en partenariat avec des centres de femmes, plusieurs centres de femmes du Québec. Donc, les centres de femmes ne sont pas officiellement des centres axés sur le vieillissement, les personnes âgées, mais en réalité, une forte proportion des personnes qui les fréquentent sont des femmes âgées. D'où l'idée de travailler en partenariat. Donc, il y a des co-chercheurs, à nouveau Isabelle Marchand et Julie. Et sinon, on a donc plusieurs co-chercheuses de milieux de pratique qui sont donc issues de ces différents centres de femmes. Donc, il y a d'abord l'Aire des centres de femmes, qui est vraiment la fédération au niveau québécois. Puis sinon, il y a le Centre de femmes de Montréal. Est, l'Écho des femmes de la petite patrie, puis il y en a encore deux autres qui sont à Beauport, puis à Sainte-Julie. Sinon, voilà, il y a des auxiliaires de recherche, évidemment Rosalie, puis d'autres co-chercheurs de milieu de pratique. Mais bon, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que le temps est compté. Donc, pourquoi ce projet? Pourquoi c'est pertinent de s'intéresser à la sexualité des femmes aînées? Pourquoi c'est important de leur donner la parole? De façon globale, peut-être vous en êtes conscient, la sexualité des personnes aînées, peu importe leur genre, c'est quelque chose qui évidemment reste encore un petit peu invisibilisé, pardon, tabou dans notre société. Il n'y a pas forcément une multitude de recherches, en tout cas au Québec, qui sont réalisées là-dessus. Et ce qui est important de voir, c'est que parmi la population des personnes aînées, celle dont la sexualité est peut-être le plus tabou et le plus invisibilisée, celle dont on entend moins parler, c'est celle des femmes aînées. Pourquoi? Parce qu'il y a un double standard par rapport au vieillissement qui fait que je vais aller vite, vite, vite là, mais en gros, c'est comme si les femmes aînées vont être plus rapidement, plus prématurément discréditées en termes notamment d'être capables, par exemple, de séduire. Elles vont être comme mises à l'écart du domaine de la sexualité, un peu du marché des rencontres. Donc, voilà, pour faire vite, parce que je sais que le temps est compté. Donc, ce qui, au niveau de l'activité sexuelle, il y a quand même quelques recherches qui ont été réalisées, surtout dans d'autres pays. Euh, Ce qui ressort d'abord, c'est que les femmes aînées ont un vécu finalement très diversifié par rapport à la sexualité. La sexualité, ça peut être quelque chose qui est très positif pour plusieurs d'entre elles, qui est source de bien-être. Ça peut être cependant quelque chose qui n'est pas forcément vécu comme elles le souhaiteraient. Donc, la sexualité peut ne pas pouvoir être vécue, notamment à cause de l'agisme. Donc, l'agisme qui peut être vécu soit à niveau individuel, soit imposé par les autres. Donc, par exemple, pour vous donner une idée, les préjugés agissent à l'effet que, en étant une femme aînée, ce ne serait pas légitime d'avoir une sexualité, on deviendrait moins intéressé par la sexualité, on deviendrait moins désirable. Ça peut faire que certaines femmes aînées vont comme s'interdire elles-mêmes de pouvoir poursuivre une vie sexuelle. D'un autre côté, elles sont aussi victimes d'agisme, en particulier dans ce domaine-là, parce par exemple, elles correspondent plus aux standards de beauté, parce qu'elles sont ménopausées, donc la sexualité reste parfois encore associée à la procréation. Donc, elles peuvent être un peu exclues dans leur souhait de rencontre et avoir de la difficulté à trouver des partenaires, par exemple. Il y a aussi des situations, par exemple, où les femmes
peuvent, par exemple, continuer à avoir une sexualité même si elles ne le souhaitent pas, à cause de rapports de pouvoir avec les hommes, spécifiquement en contexte, hétérosexuel. Et bien sûr, il y a aussi des changements physiques, physiologiques qui viennent avec le vieillissement, qui font que ça peut avoir des impacts sur la sexualité. Hem Au niveau de l'expression sexuelle, c'est-à-dire un petit peu comment ça se vit la sexualité, c'est quoi les pratiques, on se rend compte que avec le vieillissement, souvent, il y a ce qui ressort des recherches, c'est qu'il y aurait plus d'importance accordée à l'intimité, à la tendresse. Il y aurait peut-être moins une centration sur la sexualité physique. Mais d'un autre côté, on se rend compte que c'est pas forcément généralisé. Puis, certaines vont considérer que la sexualité plus génitale, c'est encore quelque chose d'important. Donc tout ça pour réitérer, il y a quand même une grande diversité, même si on manque encore d'études, là-dessus. Il y a d'autres enjeux aussi qui sont encore moins documentés, comme par exemple la question de la violence sexuelle, envers les femmes aînées. C'est quelque chose qu'on connaît pas beaucoup. Les ITSS, le VIH, on n'en parle vraiment pas. Tout ce qui est autour de comment on communique, comment on parle de ses préférences en termes de pratiques, ce qu'on n'aime pas. Dans la sexualité, les femmes aînées, c'est quelque chose qui est pas évident, pour elles a priori. Puis aussi, elles sont, parce que les professionnels de la santé ont souvent des préjugés à l'effet qu'elles seraient asexuelles, elles sont souvent peu informées au niveau de la santé sexuelle, par exemple. Et le dernier point qui ressort de la littérature en général, c'est l'influence de certaines caractéristiques identitaires ou sociodémographiques, comme par exemple la génération d'appartenance. C'est pas la même chose, évidemment, quand on est une femme baby boomers ou une femme qui est née de la génération d'avant. Il peut y avoir des valeurs différentes par rapport à la sexualité. Sur baby boomers, ça veut dire peut-être euh, c'est les personnes qui ont participé un peu au mouvement de libération de la femme, où il y a eu une nouvelle vision de la sexualité. Heu et en même temps, il n'y a pas beaucoup d'études pour l'instant au Québec qui s'intéressent à cette population, à leur rapport à la sexualité. Puis une autre caractéristique importante, c'est tout ce qui a trait, à la diversité sexuelle. C'est-à-dire que, autant on a quand même une bonne idée, de ce qui en est du vécu sexuel des femmes aînées hétérosexuelles, autant en ce qui a trait à celles qui sont, lesbiennes ou bisexuelles, on a vraiment très, très peu de données là-dessus. Donc tout ça pour vous dire que, au fond, il y a vraiment besoin de faire plus de recherches et en particulier au Québec, d'où l'idée de ce projet. Puis comme c'est un projet de recherche-action, c'est pas un projet qui vise seulement à documenter, mais aussi à faire changer les choses. Donc l'objectif du projet, globalement, c'était de documenter et de répondre aux besoins des femmes aînées, hétérosexuelles et de la diversité sexuelle par rapport à leur sexualité. Puis il y avait des objectifs spécifiques. Donc, tout d'abord, on voulait identifier les défis, les besoins des femmes aînées par rapport à leur sexualité. Puis il y a un deuxième temps qui est autour de la documentation des pratiques existantes actuellement au Québec, au sein notamment, pardon, des centres de femmes pour répondre aux besoins des femmes aînées par rapport à la sexualité. Et puis, donc, le troisième objectif, ultimement, ce serait de développer une intervention pour les soutenir et notamment qui serait diffusée au sein des centres de femmes. Donc aujourd'hui, on va plus se centrer sur le premier temps. Donc c'est un projet en 3 temps. Les 3 temps, rejoignent un peu ces objectifs. Donc la méthodologie, c'est comme je l'ai dit, plus tôt, c'est un projet de recherche-action, donc fait avec des centres de femmes qui, au fond, ont contribué dès vraiment la quand on a réfléchi le projet, dès l'élaboration, du projet. Et puis donc, bon, j'ai déjà un peu nommé nos partenaires. Hem, donc je vais avancer parce que je vais laisser de la place à Rosalie. Donc pour le temps 1 sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, pour la méthodologie, donc on a cherché à recruter, des femmes de 60 ans et plus pour former des groupes, qu'on dit de photo-voix. Donc je vais revenir après rapidement sur la notion de photo-voix, mais au fond, donc ça veut dire qu'on est allé présenter notre projet dans, nos centres de femmes partenaires, parce qu'on cherchait à former donc des petits groupes de femmes avec lesquelles on ferait cette activité de photo-voix sur plusieurs semaines. Puis, juste vous dire que en soi, ce processus de recrutement a été très significatif et nous a donné déjà une idée du rapport à la sexualité que les femmes aînées pouvaient avoir, à savoir que personne ne voulait participer. On a dû tordre pas mal de bras, bah, de façon éthique quand même là, mais c'est ça, on sentait vraiment une grande réticence, à la fois aussi parce qu'il y avait la notion de photo. Donc photo, c'est s'exposer. Les femmes imaginaient on allait leur demander de faire des photos, d'elles, peut-être nues et tout ça, ce qui était pas du tout ça l'idée, mais elles étaient vraiment pas confortables. Puis peut-être aussi parler de sexualité en groupe, c'est quelque chose de tellement intime, tellement tabou,
c'est sûr que ça en freinait plus d'une. Donc, tout ça pour dire, parce que quand même au début on voulait faire 4 groupes, puis au final on a réussi à en faire seulement 2. Il y en a même un, qui était prévu le troisième, qui a été annulé, le matin même, pour vous dire là, des femmes qui sont désistées comme la veille et le matin même. Donc ça faisait peur quand même, c'était pas quelque chose de facile. Voilà, donc finalement, pour chacun des groupes, comment ça fonctionnait? C'est quand même une méthodologie originale, dans cette idée du photo-voix. Heu, pour le dire, rapidement, le photo-voix, c'est vraiment utiliser la photo comme médium. Les participantes, en gros, vont prendre elles-mêmes des photos, puis ensuite échanger autour de ces photos pour comme in fine, comme les présenter les photos, dans la sphère publique pour changer les perceptions, pour amener un changement social, pour à la fois donner à voir leur vécu, leurs défis, mais aussi changer les représentations. Donc, en gros, on avait plusieurs étapes. Une première rencontre de groupe où on présentait le projet, puis là, il y en avait toujours une ou 2 qui se désistaient. Ensuite, elles avaient donc, des étapes de prise de photos individuelles, puis on a fait en tout 4 rencontres de groupe, toujours avec le même groupe fermé. Donc en gros, elles avaient 2 semaines pour prendre des photos, puis rencontre de groupe où elles présentaient leurs photos, puis ça comme ça s'est donc étalé sur, 8 semaines. Puis à la fin, on a eu une rencontre finale pour qu'elles choisissent elles-mêmes les photos qui vont figurer dans l'exposition, qui sera disponible à un moment donné sur le site du CREGES d'ailleurs, même si elle n'est pas encore prête. Donc, peut-être qu'il y aura moyen de diffuser l'information. Voilà. Mais donc parallèlement à ces photos, il y a aussi, bah, tout le discours des femmes qu'on a commencé à analyser, puis c'est ça, qu'on va vous présenter, un tout petit peu plus tard. Je veux juste dire 2 mots sur les participantes. Donc on a eu en tout 11 participantes. On a eu 2 groupes. Un groupe qui était composé, de femmes hétérosexuelles, donc qui étaient 7, puis un autre groupe où c'était spécifiquement, des femmes qui s'identifiaient, comme lesbiennes et puis elles étaient seulement 4. Puis là, on a eu beaucoup de mouvements dans ce groupe, des personnes qui ont commencé, qui ont arrêté. Bon, finalement, à la fin, elles étaient 4. Sur les caractéristiques un peu sociodémographiques, dont ce sont toutes des femmes cis, ça veut dire qui sont, on va le dire simplement, qui ne sont pas des femmes trans. Elles ont entre 60 et 78 ans. Vous voyez un peu la répartition au niveau de l'âge, dans le beau diagramme fait par Rosalie. Hem, donc, ce sont des Canadiennes, non racisées. Puis il y en avait 9 qui habitaient en milieu urbain, puis, 2 en milieu suburbain. Hem Et sinon, au niveau du diplôme d'études, 3 avaient un diplôme universitaire, 2 niveau cégep et 6 au niveau secondaire. Elles étaient toutes retraitées en général, à peu près en moyenne depuis 2016, et c'est quand même des femmes qui fréquentent ces centres de femmes, donc pas forcément non plus d'une situation socio-économique la plus aisée puisque le revenu annuel moyen était autour de 29 000 dollars. Et donc, avant de céder la place, à Rosalie, je veux juste je trouvais ça intéressant de vous partager la liste des thèmes. OK, il reste combien de temps? C'est bon? OK, ben non, c'est pas bon. Combien il reste? 11. OK. Ben, juste, vous pouvez la lire vous-même rapidement, juste pour vous dire que ce qu'il y avait d'original aussi dans ce projet, c'est qu'on a invité donc chacun des 2 groupes à choisir lui-même, c'est-à-dire les femmes elles-mêmes ont choisi les thèmes qui, pour elles, faisaient du sens, leur semblaient pertinents à documenter avec des photos. Donc c'est pour ça que les thèmes sont différents dans chaque groupe, et il y a aussi des préoccupations différentes pour les femmes lesbiennes, des hétérosexuels. Donc ça vous donne une idée. Aujourd'hui, ce qui va être présenté couvre au fond une infime partie de ce qui figure là. Puis c'est aussi des thématiques qui ont pu ressortir, qui peuvent être transversales à certains moments. Voilà, donc c'est des résultats très préliminaires. Je te cède la parole. Donc, comme a dit Isabelle, là, c'est vraiment un début de travail, mais on voulait quand même vous le présenter. Je vais présenter 3 sujets, donc le désir sexuel, les pratiques sexuelles individuelles et ceux avec partenaire. Au niveau du désir sexuel, là, on parle de la pluralité d'expériences, comme Isabelle elle avait mentionné quand même dans l'état des connaissances. On a vu quand même beaucoup de cheminement. On parle de renouveau, intensification. Fait que, c'est quand il y a un nouveau partenaire, souvent qui est rentré dans la vie des participantes, mais là, il y avait un renouveau, un rehaussement du désir sexuel. On parle aussi d'intensification. Il y a certaines personnes qui disaient que depuis que, il y a eu la ménopause, il y a comme moins de gêne ou c'est vraiment comme il y a une intensification, ce qu'on on peut peut-être,
Je m'attendais pas à ça. Bon, je l'ai dit. Il y a une continuité du désir aussi, là, donc il y a beaucoup de femmes qui continuent à avoir du désir, dans nos groupes. Transformation, atténuation du désir, hein, ça se transforme. Il y en a qui ils peuvent, perdre, un certain désir, notamment, en arrivant à la ménopause et après. Et il y a aussi une transformation dans, comment on perçoit la sexualité puis comment qu'on la vit. Je vais en parler un petit peu là à travers, les diapos. Il y a beaucoup de stratégies quand même pour stimuler le désir. Là, on parle d'utilisation de la lingerie, des mises en scène aussi. Il y a une personne qui nous disait qu'elle était beaucoup plus à l'aise maintenant avec son corps. Tu sais, ça faisait longtemps qu'elle était avec son partenaire. Fait que, il y a plus de petits jeux de mise en scène pour rallumer la flamme. Donc, il y a aussi l'utilisation des jouets sexuels qui était quand même beaucoup présent et d'autres matériels là, érotiques. On a vu aussi des décalages dans les dynamiques conjugales, au niveau de la libido, des attentes, dont une que c'était la femme qui avait plus d'envie sexuelle que le partenaire. Fait que là, à ce moment-là, on doit s'adapter. Cette personne-là s'adaptait en faisant peut-être un petit peu plus de masturbation. Fait qu'il y a une adaptation là, quand il y a un petit décalage entre les 2 partenaires. Hem Au niveau des facteurs biologiques, ben, je l'ai dit un petit peu, mais au niveau de la ménopause, la prise de médicaments aussi pour, les effets de la ménopause, pour les calmer. Ouais, 5 minutes. J'essaie de suivre. Hem, Aussi la prise de médicaments quand il y a des problèmes de santé qui arrivaient. On parle de cancer du sein notamment, donc il y a une prise de médicaments qui peut être pris à ce niveau-là aussi ou un changement corporel qui fait que, oh, on est un petit peu moins à l'aise avec notre corps. Les facteurs relationnels, là, comme je l'ai dit, là, quand il y a un nouveau partenaire, là, tout d'un coup, là, la flamme revient, c'est palpitant. Et on a mis une petite, citation, je vais la lire. Mais côté sexualité, je veux dire, étant veuve depuis 18 ans, moi, j'étais sûre que c'était parti ça, là, puis que ça reviendrait plus. Tu sais, le désir sexuel puis tout ça. Et puis là, j'ai un copain, là, et depuis le début de l'année, puis je vois que c'est pas mort, cette affaire-là. Il y a beaucoup de participantes, tu sais, qui parlaient de justement, là, il y a quelque chose de vivant en moi qui est pas mort, tu sais, il y a une flamme à l'intérieur, je suis encore vivante. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup ce discours-là. Au niveau des pratiques sexuelles individuelles, il y a beaucoup de pratiques de la masturbation, notamment à travers l'utilisation de jouets sexuels. Il y a quand même des difficultés avec ça, là, on parle de douleur à la main, tu sais, avec les jouets sexuels, ça vibre, puis là, ben, ça prend plus de temps, fait que là, tu la main qui vibre pendant longtemps, ça peut faire mal. Des engourdissements, des difficultés de se concentrer, hein, on les a aujourd'hui, mais on les a aussi plus tard, faut se concentrer. Fait que ça aussi, les pensées qui peuvent se perdre. Hem, Comparaison avec la sexualité partagée, on a quand même eu une comparaison, qui a été discutée. Donc, vraiment, quand on est dans la masturbation, on est plus dans quelque chose de mécanique, on va arriver à l'orgasme assez rapidement. Tandis que quand il y a une sexualité avec partenaire, on est plus dans le partage, de plaisir, de connexion avec l'autre. On a parlé beaucoup des bénéfices, hein, de la masturbation. Donc, il y en a qui disaient: «Ah, tu sais, je le fais pour me relaxer, je le fais pour mieux dormir» ou «Je devrais plus le faire». Hem, il y a d'autres ressentis aussi, comme je l'ai dit, il y a une fierté de se dire: «OK, j'ai ça en moi, je suis capable de me faire plaisir, je suis capable de me donner du plaisir, j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie pour me donner du plaisir». Fait qu'il y a tout ça aussi là qui émanait beaucoup de fierté là à travers le discours des femmes. Hem Bon, il y a des aspects négatifs, hein, absence de désir des fois, par rapport à des traumas passés, des souvenirs négatifs aussi qui peuvent, émaner. Ça reste un sujet tabou qui est assez honteux, là. Des fois, on avait «Oh mon Dieu, je suis une dévergondée, parce que je fais ça» ou tu sais, il y avait vraiment «J'ai peur que mon voisin m'entende, mon crucifix me regarde». Fait que, il y a tout ça, tu sais, il y avait quand même un délit du nœud, à travers les groupes. Les femmes, ils se sentent un petit peu plus à l'aise en parlant de nous, mais faudrait pas que ça sorte du groupe. Puis comme, tu sais, il y a quand même une certaine honte à travers ça, même s'ils sont fiers de le faire, puis sont fiers de pouvoir se donner ça.
c'est quand même assez gênant de se dire: «Ah, il y a d'autres personnes qui pourraient savoir que je me masturbe». Hem, je vais dire une citation. C'est parce que la petite flamme, moi, ça me prouve que je suis encore vivante, je suis pas morte à l'intérieur. J'ai encore des émotions, j'ai encore des sentiments, je suis capable de les vivre aujourd'hui encore. Même si je suis toute seule, il y a moyen, puis je me dis: «Hey, tu pas morte encore». Fait qu'il y a vraiment ça, là, il y a une flamme à l'intérieur, puis c'est pas mort, il y a encore ça. Fait que, tu sais, surtout, tu sais, quand ils ont des traumas sexuels, ça se passe pas bien, il y a vraiment un truc à l'intérieur d'elle qui avait une fierté de se dire: «Ah ben, c'est encore là, je suis vivante». On va aller vite. Hem, Avec partenaire, ben, je l'ai dit un petit peu là, mais la sexualité est transformée. Évidemment, il faut s'adapter aux changements, que ce soit au niveau de la santé du partenaire que de sa propre santé, ben, il y a des adaptations à faire. On est moins dans l'atteinte de l'orgasme, plus dans le partage quand même, d'une connexion, d'une réciprocité avec l'autre, plus de tendresse, de sensualité, puis ça prend davantage de temps, aussi au niveau de OK, comme faut ça se prépare, ça ça se prépare, tu pas, comme ça, puis on claque des doigts, puis allez, on y va. Ça prend un petit peu plus de préparation. Hem Il y a une sexualité qui est renouvelée, donc il y a des nouvelles pratiques, il y a une créativité, un érotisme aussi qui se développe. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, mais tu sais, comme quand ça fait longtemps que tu es avec ton partenaire, tu es un petit peu plus à l'aise avec ton corps. Fait que là, ça l'ouvre l'opportunité à un petit peu plus de créativité. La génital la génitalité est encore importante. Donc, dans les états des connaissances, il y en avait qui disaient que c'était moins important, d'autres qui disaient que c'était plus important. Nous, c'est ça qui est sorti, mais encore là, on a 11 personnes, puis c'est vraiment un début d'analyse, mais c'est pour dire que pour certaines personnes de notre groupe, c'était quand même assez important. Donc, il y a beaucoup de bienfaits relationnels et émotionnels dans l'idée de faire l'amour avec son partenaire. Donc, se sentir femme, se sentir désirable. Il y a une énergie, il y a une puissance aussi dans donner du plaisir, recevoir du plaisir. Il y a une connexion, une intimité. Fait qu'on est là. Ça a pas duré vraiment longtemps, mais quand ça a été terminé, je lui ai dit: «Merci». J'ai dit: «Moi, ça m'a donné la chance de voir que je suis une femme». Tu sais, que je pouvais amener un désir, que je pouvais me sentir une femme avec quelqu'un d'autre, là. Fait que, tu sais, c'était quelqu'un qui avait eu une aventure avec un homme, puis là, elle s'est dit: «Waouh, je peux encore donner du désir, je suis une femme». Fait qu'il y avait beaucoup de fierté à ce niveau-là. Et une autre personne qui dit: «Je ne croyais pas que la flamme romantique, érotique, sensuelle et sexuelle pouvait encore brûler intensément, même à 73 ans». C'est encore, très présent. Il me reste combien de minutes? 1 minute. Parfait, ben, on va montrer quelques photos, là, on n'en a pas beaucoup, puis juste 5? Ah, j'en ai calculé 4. On verra. Mais, sensualité et tendresse, donc il y a, Rose, 69 ans, qui dit: «Tu sais, tu peux faire l'amour à la chandelle, tu peux manger à la chandelle, tu peux profiter des moments de panne d'électricité pour, te coller, puis tu mets juste une petite flamme». Au niveau du plaisir sexuel solitaire ou à 2, il y a Marona, 73 ans, qui dit: «Je l'ai mon petit appareil dans ma table de chevet. Chaque fois quand j'ai ma jouissance, je me dis: "Tu pas morte, tu de la vie encore"». Puis moi, c'est ma fierté, je me suis dit de partir où tu es partie et aujourd'hui, tu es capable de te faire un petit bonheur toute seule, là, ben, c'est parfait, je ne demande pas plus. La recherche de partenaires, on a Henriette, 60 ans, qui dit: «Tandis que maintenant, à l'âge que j'ai, je me rends compte que je suis pas capable de m'abandonner si facilement dans une rencontre, autant physiquement que psychologiquement». Et oui, il y en a 5. La sexualité avec soi-même, on a Michel, 70 ans, qui dit: «Moi, je me masturbe de temps en temps, mais c'est pas régulier. Des fois, je me dis: "Il faudrait que je le fasse plus souvent juste pour relaxer"». Et la dernière, la sexualité avec soi-même, Ève, 62 ans. Puis je me suis dit: «Parce que là, je suis toute seule, puis j'avais pas beaucoup de sexualité avec moi-même». Puis là, je me suis dit: «Ben voyons, c'est ça aussi, je trouve pas ça toujours évident. C'est comme de choisir, de faire attention à soi. Puis là, j'ai commencé à avoir plus de pratique avec moi-même. J'ai certains vibrateurs que j'aime beaucoup. Fait que c'est ça que je disais, tu sais, des fois, on dirait à force d'en parler dans le groupe, ça se déliait un peu, puis là, on se disait: «Ben, pourquoi j'en fais pas plus?» tu sais? Fait que c'est pas mal ça.